Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à Francophone. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien en soins critiques, certifié BCCP. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en soins critiques, aux soins intensifs, à l'urgence ainsi qu'en réanimation. Aujourd'hui, on va parler d'ETO par code. Je suis accompagné de Dr Philippe Rolla. Salut Phil! Salut, merci de m'avoir invité aujourd'hui à parler de ça un peu. Oui, je pense que l'ETO per code, c'est quelque chose de très intéressant. En passant, moi, je suis un interniste qui est dédié aux soins intensifs depuis presque 20 ans maintenant. Je travaille à l'hôpital Santa Cabrini dans le CIUS de l'Est de Montréal. Euh, J'aime bien la réanimation et l'écho au chevet, c'est vraiment mes deux passions dans la médecine. Alors, je pense qu'on va parler un peu des deux ensemble aujourd'hui. Justement, là, on parle de réanimation, mais si on faisait juste un bref historique de la réanimation, là, comment ça a commencé tout ça? Ben, ça a commencé il y a très longtemps. C'était un manufacturier de jouets qui s'appelait Asmund Laerdal, qui malheureusement, une triste histoire, sa fille s'est noyée dans leur piscine. Et ça, c'était, je pense, dans les années il y a très longtemps. En fait, c'est peut-être pas ça le vrai début de la réanimation, mais c'est là que l'ère moderne, disons, où lui, étant un manufacturier de jouets, a construit Resusci Annie, que je pense que tout le monde connaît. C'est la base des mannequins de réanimation où on fait pratique la compression et la ventilation, parce que lui, il pensait qu'il fallait que tout le monde sache ces choses-là. Si on recule encore en arrière, c'est assez comique, les genres de réanimation cardiopulmonaire qui se faisaient, qui incluaient des choses comme des massages du dos sur le patient couché à plein ventre, des mouvements. La ventilation avant le bouche à bouche, c'était des mouvements qui rappelaient un peu un mélange de natation et de yoga fait sur un patient couché à terre. C'était assez intéressant comme approche, mais c'était pas complètement fou. Mais quand on regarde ça de notre point de vue maintenant, évidemment, ça n'a pas un gros effet physiologique. À la suite de ça, ils ont découvert la, la réanimation en tant que telle. Je pense que Peter Safar de Pittsburgh était un des vraiment les premiers à mettre un protocole de réanimation de RCR sur place. Et pas mal, lui, le grand-père de la réanimation. Et alors, ça nous a mené à l'ACLS qu'on fait maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années de façon pas mal semblable. Mais je pense que la technologie nous amène pas mal d'avancements là, dans les dernières années, qui sont des fois durs à changer les habitudes et à évoluer, mais qui sont quand même là. Je pense que tout le monde aujourd'hui se sert, par exemple, de courbes de CO2 expirées, et non seulement pour confirmer la position d'un tube en dos, mais aussi à un niveau quantitatif pour estimer la qualité de la circulation donnée par les compressions. C'est vrai que l'écho est rendu de plus en plus répandu, là. Mais vers où s'en va la réanimation? Je pense que le principal, c'est qu'il faut comprendre que la réanimation, sauf dans certains cas d'étouffement ou quelque chose comme ça, n'est pas un traitement en tant que tel. C'est seulement un pont pour se rendre à quelque chose de définitif, un traitement, parce que la plupart des arrêts cardiaques sont dus à une thrombose quelconque, que ce soit coronaire, soit un gros embolie pulmonaire. C'est des choses qui demandent un traitement et non pas juste un support transitoire. Euh, alors, je pense qu'on va s'en aller éventuellement vers un modèle où, pour les patients bien sélectionnés, là, qui ont une bonne chance de survie et qui ont une qualité de vie qui est raisonnable, vers l'ECMO per code pour tout le monde qui requiert plus que quelques minutes de réanimation et une coronarographie, une angiographie, que ce soit coronaire, pulmonaire, pour trouver la pathologie et essayer de la traiter pour tous. Dans un monde idéal, je pense que dès qu'il y aurait un code, il y aurait un peu comme dans les systèmes européens, il y a un van qui se déplace, qui fait de la réanimation, qui met de l'ECMO nécessaire, qui l'amène à un centre où ils font une étude d'hémodynamie qui répare le problème et puis qui envoie le patient dans un soin intensif quelconque. On est bien en arrière de ça au Québec.
Mais c'est à souhaiter que dans mes dernières années de carrière, on puisse voir ça. Mais en attendant, il y a des nouvelles technologies qui sont de plus en plus disponibles. Je pense notamment à l'ETO. Oui. Euh, alors oui, ça, je pense que c'est une des étapes à travers laquelle on doit faire. Je pense que si on avait parti du CO2 expiré, je pense que la prochaine chose qu'il faut que tout le monde enclenche, c'est de mettre des canules artérielles à tout le monde pour aussi pour bien mesurer l'efficacité du RCR. Et pour voir un retour de circulation, pour vérifier les pressions diastoliques qui sont les plus importantes en ce qui concerne la perfusion coronaire. Et ensuite, l'ETO, oui, l'ETO, c'est de ça qu'on vient de parler au Roi, là, la conférence organisée pour le regroupement des omni-intensivistes. Et l'ETO-PERCODE nous permet, de voir toutes les pathologies qu'on voit, disons, au niveau cardiaque, qu'on voit à l'écho thoracique ou de surface, de monitoriser le retour de la circulation, mais surtout, l'aspect vraiment différent de toute autre chose, c'est d'être capable d'ajuster la position du RCR qui n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est de plus en plus vu et décrit. Et même dans notre relativement courte expertise de Théo Percode à Santa Cabrini d'une demi-année, là, disons, on a déjà eu quelques cas où clairement on voyait qu'à la Théo, le ventricule gauche n'était pas comprimé et qu'en ajustant la compression, on a eu des augmentations du CO2 expiré, donc d'une perfusion et un retour de circulation qui n'aurait peut-être pas été possible avec les niveaux de CO2 qui étaient en train d'être faits. Pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas, à quel point la compression est exacte. C'est-à-dire que en faisant des études de CT scan, on voit que dans une grande proportion du cas, on ne comprime pas le ventricule gauche, mais on comprime la aorte ascendante, la chambre de chasse, toutes des choses qui en fait sont plutôt obstructives et que dans ces situations-là, oui, il y a encore un peu de circulation, mais c'est probablement dû au mécanisme physiologique de pompe thoracique qui est probablement pas celle qu'on veut dans les débuts d'une réanimation. On veut vraiment le modèle du cardiac pump. Et dans le fond, on voyait que aussi peu que 20% du temps, est-ce que le ventricule gauche était comprimé de façon appropriée par la position standard qu'on sert en ACLS. Il y a vraiment des changements physiologiques là, qui se produisent par RCR. Là. Oui, ça aussi. C'est sûr que la plupart du temps en RCR, on est en train de causer des dommages, on cause des traumatismes, on casse des côtes. La position se déplace aussi avec le cassement des côtes, avec l'affaissement partiel des poumons parfois. Et avec le temps aussi, si on n'a pas une réanimation qui marche bien, ben, le cœur devient de plus en plus stiff. Ça se peut qu'on passe plus vers un modèle de pompe thoracique, mais aussi, c'est important d'essayer de continuer d'avoir des bonnes compressions au niveau du ventricule gauche pour essayer de maximiser le débit cardiaque qui est déjà minime. Je sais que tu es sur un très gros projet qui est nord-américain, qui est la réanimation de l'arrêt cardiaque guidée par l'ETO PERCODE. Oui. Si les gens sont plus intéressés, est-ce qu'on c'est quelque chose qui... Oui, s'il y en a qui sont intéressés à juste approfondir ça, vous êtes les bienvenus à me contacter. C'est le Resuscitative TE Project qui est sorti foncièrement surtout de Philadelphie d'un docteur Felipe Turan. C'est une collaborative en ce moment qui est encore relativement naissante où on essaie de réunir tout le monde pour essayer d'avoir beaucoup de data, non seulement pour comment dealer avec les enjeux de partir de tels programmes dans des hôpitaux, mais aussi au niveau de l'expérience clinique, puis éventuellement d'essayer de vraiment mettre toutes les informations cliniques, les clips, les cas ensemble pour être capable de réviser, de faire une littérature basée là-dessus, parce qu'en ce moment, elle est plutôt non existante. Alors, c'est clair qu'en ce moment, si la seule façon d'aller de l'avant, c'est de dire il faut un randomized control trial, il n'existe pas. Mais on a quand même une physiologie intéressante et pas mal d'informations jusqu'ici là, qui mènent à penser que c'est quelque chose qu'on devrait faire de façon routinière. Donc, dans les notes de la balado-diffusion, il va y avoir le lien Internet vers
le TE, Guided Cardiac Arrest Resuscitation. Et justement, Felipe Terran vient le mois prochain et il y a 2 jours, il donne 2 fois la formation d'1 jour pour la réanimation de TTO per code, mais aussi réanimation générale. Donc, on parle vraiment du congrès que tu as monté, c'est le HNR. Oui, c'est ça. Le congrès même, c'est le 23-24 mai, mais les cours de Théo, c'est le 21-22. Je pense que les journées sont presque pleines, là, mais si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, ce serait le temps de s'inscrire. Excellent. Fait que, on va s'assurer de mettre aussi également un lien vers ce congrès-là dans les notes. Juste en terminant, là, on parlait de Théo, on parlait, bon, c'est la voie qui s'en vient, mais la semaine prochaine, là, vers quoi ça s'en va, la réanimation? Ben, je pense que c'est un peu le modèle que je disais. Nous, on était intéressés à faire de l'ECMO, c'est parce que je suis très conscient que de faire de l'ECMO dans un centre communautaire, c'est encore une fois, c'est un pont vers un centre qui peut faire l'intervention finale, le traitement, l'hémodynamie, etc. Mais je pense qu'on est à au moins une dizaine d'années à ce que ce soit un service systémique dans la province, au minimum. Euh, et je pense que ayant la motivation et les habiletés techniques dans notre centre, je vois pas de raison pourquoi nous, on pourrait pas commencer à le faire d'emblée. Alors, je pense que tout le monde devrait s'engager un peu vers ça. Au minimum, ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est par exemple de faire la réanimation le mieux possible, de mettre d'emblée des lignes fémorales, artérielles et veineuses pour que, une fois que le patient arrive, dans notre cas, à l'Institut de cardiologie, ben, ça leur sauve le temps. Ils ont juste à échanger les voies déjà présentes pour des canules d'ECMO. Alors, ça leur sauve une vingtaine de minutes. Et vingtaine de minutes, c'est important quand on parle de circulation cérébrale. Ouais. Alors, voilà, je pense que c'est ça que, idéalement, c'est sûr qu'il va falloir des centres dédiés qui vont recevoir tout ça, mais il y en a assez. C'est juste qu'il va falloir qu'ils changent leur culture dans ces centres-là quelque peu pour être prêts à recevoir ces patients-là. Et possiblement même maintenant avec le COULCI, être capable de rapatrier des patients de leurs soins intensifs dans des centres communautaires pour faire de la place, quoi. Mais je pense que c'est vers ça qu'on devrait s'en aller, d'essayer de faire beaucoup plus de coronarographie per code et beaucoup plus d'ECMO chez les patients qui rentrent dans les critères. Là, clairement, ça augmente la survie. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ECMO a été démontré que les patients qu'on finit par mettre sur ECMO, et on finit seulement par les mettre rendus à environ 40-45 minutes de RCR, d'ACLS, infructueux. Et pour tous les médecins réanimateurs qui écoutent ça, je pense qu'on sait tous qu'après 40-45 minutes infructueux d'ACLS, les chances qu'on revienne de ça sont presque zéro. Et ces patients-là, il y en a, dépendant des endroits, des populations, là, de 25 à 50% qui sortent avec un état neurologique qui est très acceptable. Alors, on parle de la moitié, jusqu'à la moitié des patients qu'on perd, on pourrait les sauver avec une stratégie d'ECMO, une stratégie invasive de réanimation. C'est vraiment très intéressant. En terminant, pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi les messages clés de la réanimation 3.0? Je pense que c'est étape par étape. Je pense que c'est réaliser que de continuer à faire ce qu'on fait, là, l'ACLS de base, c'est, à mon avis, c'est pas assez bon. Ça n'a pas évolué là, depuis 20 ans. Je pense que des petites étapes comme mettre des lignes artérielles, comme faire de l'ETO per code, je pense que ça nous enclenche dans la direction du mode de réanimation avancée, invasive. Et je pense que quand ça va arriver que il va y avoir un système peut-être d'ambulance d'ECMO et de répatriation dans les centres quaternaires pour ça, ben au moins les équipes de réanimation dans les hôpitaux communautaires seront déjà rodées pour être capables de donner un patient qui est déjà tout prêt pour l'ECMO et sauver ce 10 à 20 minutes-là de plus possible. Excellent, ben merci beaucoup. En terminant, Philippe, si jamais on veut être connecté avec toi, où on peut te suivre? Oui, j'ai mon blog, c'est thinkingcriticalcare.com.
Et pour ceux qui sont sur le forum sur Twitter, que je recommande quand même beaucoup, le hashtag forum, mon handle sur Twitter, c'est ThinkingCC pour Thinking Critical Care. Excellent. Merci beaucoup. On va mettre le lien Internet dans les notes de la balado-diffusion. Et à noter que sur notre site Internet francophone.com, il y a également un lien vers ton site Internet. Merci beaucoup de m'avoir inclus là-dedans. C'est un très grand plaisir, Philippe. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à l'invitation. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à laisser vos commentaires sur iTunes, Google Podcasts, Google Play, Stitchers, TuneIn, Overcast, Pocket Cast. Écrivez-nous un courriel, visitez-nous sur francophone.com. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.